Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui fait partie du Tour de France Réussir ensemble mon espace santé, qui est dédié ce matin aux associations de patients. Petit rappel des bonnes pratiques pour ces webinaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, il y aura plusieurs temps dédiés, ce sera un plaisir de vous répondre. Les questions qui ne pourront pas être traitées ce matin feront l'objet d'une foire aux questions qui sera mise en ligne sur le site de l'ANS, donc isanté.gouv.fr. Et donc, pour une meilleure lecture du support, n'hésitez pas à vous mettre en plein écran. Pour ça, vous avez un petit bouton en bas à droite de votre écran, puisqu'il y a des supports qui sont peut-être un peu petits. Voilà, écoutez, bon webinaire à tous et Dominique, je te passe la main. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Pont, je suis responsable ministériel au numérique en santé. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire un peu long là, qui va durer 1h30, qui a pour objectif en fait de vous parler de l'arrivée d'une plateforme numérique citoyenne qui va s'appeler Mon Espace Santé et de vous présenter un petit peu toute la feuille de route du numérique en santé qu'on porte depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, dans le format, ce qu'on vous propose, c'est 3 séquences, chaque fois avec la diffusion d'un petit film, quelques planches que je vous présenterai pour bien refixer les idées, et ensuite un temps de questions-réponses, comme vient de le dire Elodie, par la messagerie, où j'essaierai de répondre à ces questions. Voilà, donc il y aura un temps sur la feuille de route du numérique en santé, un temps sur ce qui va être tout ce qui est numérique pour les professionnels de santé, et la troisième séquence qui va être la présentation de Mon Espace Santé, c'est-à-dire pour le citoyen, pour l'usager, pour le patient. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est de visualiser un premier film donc, qui va présenter un petit peu le début de la feuille de route du numérique en santé. Et puis, petit à petit, on va zoomer, rentrer dans tous les détails et puis jusqu'à arriver à la présentation de l'outil citoyen qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est porté par l'État et qui va arriver pour tous les Français au 1er janvier 2022. Voilà, bon visionnage du premier film qui va durer à peu près 7 minutes. Et après, on se retrouve. C'est historique et les engagements pris sont sans précédent pour la transformation numérique de notre système de santé. Je l'ai déjà affirmé, je le redis, je renouvelle mon soutien à la feuille de route du numérique en santé, ainsi qu'à tous les acteurs qui collectivement œuvrent pour sa réussite. Alors, le numérique en santé, il n'est plus temps d'en parler, il est temps de le faire. Et nous ne faisons pas autre chose. Nous accompagnons son développement et nous renforçons la confiance dans ses usages. Bon, le point de départ de la feuille de route du numérique en santé, c'est un rapport que nous avons remis à la ministre avec Anne-Laure Coury en septembre 2018, qui faisait un état des lieux de la e-santé en France et qui proposait une trajectoire. Le constat, il est sans appel, hein. Notre pays n'est pas au niveau. Les logiciels de santé ont fleuri partout dans les cabinets médicaux, à l'hôpital, mais sans référentiel commun, sans socle commun. Et le résultat, c'est que ces logiciels, ils parlent pas le même langage, ils savent pas communiquer entre eux de façon sécurisée. On dit qu'ils sont pas interopérables. Après, on a des professionnels de santé qui sont exaspérés par le manque d'ergonomie de leurs logiciels. Alors face à ce constat, la feuille de route, elle part d'une conviction profonde, qui est la nôtre. C'est qu'il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiels, il n'y aura pas un logiciel miracle qui résoudra tous nos problèmes. La seule solution, c'est d'être enfin capable de s'engager collectivement, ensemble. On veut en France un numérique en santé qui soit humaniste. On veut que l'éthique, ça soit notre marque de fabrique. On veut un numérique en santé qui soit souverain parce qu'on n'a pas envie de finir chez les GAFA. Et puis surtout, on veut un numérique en santé citoyen, fait avec et pour les citoyens. Tous les citoyens français. Ensuite, il fallait partager une vision et pour nous, elle est claire. C'est l'État qui doit reprendre la main en faisant les référentiels et en les rendant opposables. C'est l'État qui doit construire les services socles numériques, les plateformes numériques nationales sur lesquelles tous les industriels et les startups doivent s'appuyer pour proposer des services numériques innovants et partager les données de santé. Il fallait surtout être au contact des gens au plus proche du terrain pour co-construire avec la totalité de l'écosystème.
On a construit une charte d'engagement à cette feuille de route que la quasi-totalité des industriels de la e-santé en France ont signée. Et puis on a organisé aussi des sortes de célébrations de nos héros de terrain de la e-santé, comme les talents de la e-santé par exemple. Alors bien sûr, évidemment, il y a encore beaucoup de travail et franchement, c'est pas facile tous les jours, vous l'imaginez. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la e-santé en France, ça avance comme jamais. Et ce qui est certain, c'est que c'est le résultat d'une dynamique collective. Notre doctrine commune, il s'est avéré que c'est celle de l'État-plateforme. L'État-plateforme, ça paraît être un gros mot de fonctionnaire un peu hors sol, mais en réalité, c'est très concret. C'est tout simplement s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville pour urbaniser les systèmes d'information en santé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font deux choses. Ils construisent des règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils développent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, les ponts, le réseau d'égouts. En revanche, ils laissent l'écosystème, proche du terrain, notamment privé, faire les maisons individuelles. Et leur rôle, c'est de vérifier que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent aux routes, aux réseaux d'égouts, etc. Et dans le numérique en santé, c'est exactement la même chose. Nous, notre rôle, c'est de faire les règles qui prennent racine dans 3 grands piliers. Un pilier d'éthique, un pilier d'interopérabilité et un pilier de sécurité. C'est aussi de construire les infrastructures de base, les communs numériques. Et puis, on va s'assurer qu'émergent tout un tas de services numériques à valeur ajoutée métier et qui respectent les règles et qui se raccordent à nos communs numériques. Le numérique en santé est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Il y a plus de 20 ans, la carte vitale est entrée dans nos vies. Depuis, Amélie.fr, le compte Amélie, Amélie Pro sont des outils qui se sont progressivement imposés dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous voulons engager une nouvelle étape. Permettre aux assurés sociaux d'être davantage acteurs de leur santé, pour aider les professionnels de santé à communiquer entre eux et faciliter également la communication entre les professionnels et les assurés. Et puis bien sûr simplifier les conditions d'exercice, la vie quotidienne de ces professionnels. Et donc c'est cette feuille de route du numérique en santé qu'on veut partager. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions, ils sont élevés et on va la déployer tout au long de cette année 2021 et 2022. Et puis la feuille de route du numérique en santé, c'est aussi un déploiement sur le terrain. Alors, le rôle des ARS, il est dans un sens de faire remonter auprès des acteurs nationaux les attentes, et puis dans l'autre sens, ça va être d'assurer le dernier kilomètre du déploiement de cette feuille de route. Une fois que ces fondations, ces outils socles auront été déployés, alors nous serons d'autant plus forts pour construire sur ces fondations des projets nouveaux, répondant à des initiatives locales et qui seront dès lors déployables. Cette feuille de route du numérique en santé, les territoires l'attendaient. Sa mise en place est aujourd'hui une condition indispensable au succès de nos projets de terrain. Alors, une fois qu'on a défini le pourquoi et le quoi, cette doctrine de l'État-plateforme, alors c'est quoi ? C'est une feuille de route avec 5 grandes orientations, 30 actions. C'est une doctrine technique du numérique en santé de 150 pages qui est la bible de tous les DSI et de tous les industriels, qui a été coécrite en interne avec tous les acteurs externes grâce à la plateforme Participer. Et puis, il faut aussi qu'on définisse le comment. Comment, d'une part, on s'organise pour passer d'un espèce de mouvement brownien à une ruche dans lequel chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, il faut qu'on active tout un tas de leviers pour atteindre cet objectif commun. Donc, on a créé la délégation au numérique en santé, en faisant en sorte qu'elle ait une assise politique forte, en étant rattachée au ministre pour pouvoir vraiment jouer pleinement ce rôle de chef d'orchestre. On a transformé la ZIP Santé en agence du numérique en santé, avec une réorganisation. On a créé l'outil Convergence pour aligner les stratégies des acteurs nationaux et les stratégies des acteurs régionaux. On a co-construit surtout avec l'externe, via le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé qui a lieu tous les 6 mois, via le Tour de France des régions, via les ateliers citoyens, etc. Et puis on a activé des leviers institutionnels classiques avec du coercitif via des textes réglementaires, législatifs et de l'incitatif avec des financements. Et puis des leviers un peu plus innovants avec par exemple la régulation par la donnée ou le choc de la transparence où on va indiquer tout simplement le meilleur établissement de santé qui alimente le plus de DMP.
En juillet 2020, Olivier Véran, notre ministre, dans le cadre des négociations Ségur, a décidé de consacrer 2 milliards d'euros pour le numérique en santé en France, dont 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et 1,4 milliard dans le secteur sanitaire pour accélérer le partage sécurisé des données de santé. En parallèle, dans le cadre de France Relance et du plan d'investissement d'avenir, un marché clé a été consacré à la santé digitale pour soutenir la filière industrielle de l'e-santé en France et pour stimuler l'innovation. Jamais dans toute l'histoire du numérique en santé en France, il y a eu un tel engagement de l'État. Jamais il y a eu une telle mobilisation collective. Donc, pour reprendre un petit peu les éléments clés qu'on vient de voir dans ce petit film, vous avez compris que le maître mot dont on va parler là pendant 7 heures ensemble, c'est la dimension collective. Nous, on croit qu'il y a une seule solution pour que notre pays avance dans un cadre éthique en matière de numérique en santé, c'est si l'État fixe les règles et les principes, s'assure qu'ils soient bien respectés, mais ensuite embarque tout le monde, que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, professionnels de santé, citoyens, associations de patients, industriels, qu'on avance dans la même direction. C'est assez rare en France d'avancer dans la même direction, mais c'est notre conviction profonde. Donc, vous l'avez vu dans le petit film, ça a commencé par un rapport où on a fait un diagnostic un peu dur en disant que le pays n'était pas au niveau parce qu'on n'avait pas été capable justement de se mobiliser de façon collective. Puis on a lancé une feuille de route très concrète, un peu technique, voilà, avec 30 actions, 5 orientations. Donc, c'est pas forcément que des choses très faciles à comprendre ou très glamour, mais en tout cas, on est obligé de traiter ces problèmes techniques, éthiques, d'interopérabilité, de sécurité des données de santé si on veut avoir quelque chose de cohérent. Donc là, on travaille un peu dans l'ombre depuis presque 3 ans pour avoir ces socles régaliens d'État qu'on va imposer ensuite à l'ensemble des logiciels en santé en France. Et le cadre de valeur qu'on a fixé, c'est un cadre, on l'a dit là dans ce petit film, éthique, souverain et citoyen. On ne veut pas uniquement que le numérique en santé s'adresse aux professionnels de santé, on veut qu'il s'adresse surtout et d'abord avec les citoyens et en le construisant pour eux et avec eux. Et l'idée, ce qu'a expliqué Laura Letourneau dans le film, c'est cette logique d'État-plateforme. L'État fait les règles, fait le socle et ensuite demande aux acteurs qui veulent innover de créer des services numériques, mais en s'appuyant sur le socle et en respectant les règles fixées par l'État. Donc ça, c'est résumé dans cette maison qui est la maison avec plein d'acronymes un peu compliqués. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais juste pour vous dire que cette maison, elle illustre nos 30 actions. Ces 30 actions, on les mènera comme on l'a annoncé en avril 2019. On ira au bout. C'est une feuille de route sur 3 ans. On est obsessionnel pour tenir à la lettre les engagements qu'on a pris. Et vous voyez dans l'ensemble de ces dispositifs, toutes les fondations qu'on voit à l'écran de la maison, c'est l'État qui les fait, qui construit des plateformes, qui, dans les nuages qu'on voit sur le schéma, propose des dispositifs de financement, d'accompagnement, d'acculturation sur le terrain, et ensuite dit aux acteurs, à tous ceux qui veulent, professionnels de santé, citoyens, industriels, start-up, tout l'écosystème, tous les gens qui veulent participer à cette réussite nationale, de leur dire, ben, vous pouvez créer des services, vous pouvez proposer des idées, mais vous vous inscrivez dans un cadre national en vous appuyant sur des fondations nationales. Donc, ce qu'a expliqué Laura Letourneau aussi dans le film, c'est qu'on a d'abord restructuré la gouvernance. Il n'y avait pas de patron dans le numérique en santé en France, donc on a fixé une logique avec la création d'une délégation au numérique en santé qui dépend directement du ministre pour avoir le poids suffisant. Délégation que je pilote avec Laura. On a créé des instances de concertation les plus larges possibles pour travailler de façon collective avec le Conseil du numérique en santé, qui est une sorte de parlement de la e-santé où tout le monde peut participer, des comités avec les associations de patients, les professionnels, les industriels, les territoires. On a restructuré la logique de l'agence de l'ASIP Santé en agence du numérique en santé pour que tout soit bien aligné, pour que ça parte pas dans tous les sens, qu'on ait une vision bien unifiée au niveau de l'ensemble des pouvoirs publics. Puis ensuite, on a commencé à écrire ce qu'on voulait, ce qui serait opposable, ce qu'on allait demander à chaque professionnel, à chaque établissement de santé, à chaque industriel, à chaque éditeur de logiciels, en disant, ben, voilà comment ça va marcher, voilà ce que vous devez faire. On leur a proposé des outils qui remplissent aujourd'hui, où ils peuvent mesurer leur écart entre les logiciels qu'ils fabriquent et la doctrine de l'État, en s'engageant en fait à respecter dans un certain délai la doctrine de l'État et tout ce qu'on impose aujourd'hui. C'est ensuite une vraie volonté, et j'assume ce romantisme de dire
que le numérique en santé en France et en Europe, ça peut pas être tout à fait le même numérique qu'en Chine ou aux États-Unis. Et sans jugement moral, le cœur du cœur, c'est qu'en France, notre marque de fabrique, notre emblème, ça doit être un numérique qui soit humaniste et éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est les notions de justice, d'autonomie, comment on rend les gens autonomes, comment on est dans une logique juste, comment on peut être bienfaisant et en même temps qu'on est bienfaisant, est-ce qu'on est sûr de ne pas être malfaisant? C'est-à-dire de dire en gros, je pense faire le bien, mais j'ai un impact sur l'environnement, j'ai d'autres impacts. Donc, ce questionnement perpétuel autour de l'éthique du numérique en santé qui doit être facile, accessible à tous, qui doit être responsable à tout niveau, ça c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre au cœur de notre cadre de valeurs. Ensuite, sur ce travail éthique, en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a plein de gens, et pas du ministère, plein de gens de terrain, des citoyens, des patients, des spécialistes d'éthique, des philosophes, des psychologues, des gens des sciences sociales qui ont travaillé avec nous concrètement pour prendre groupe de travail par groupe de travail, c'est ce qu'on voit sur la planche de l'EGT, plein de sujets qu'on travaille. Créer un code de idéontologie pour les professionnels de santé, rédiger des préconisations pour les startups qui développent des outils à base d'intelligence artificielle pour qu'ils respectent un cadre éthique, mettre en place un éco-score pour mesurer l'impact carbone, proposer des outils d'auto-évaluation pour les directeurs d'hôpitaux pour qu'ils vérifient que ce qui se construise en matière de numérique est bien éthique. Voilà, tous ces outils-là, on veut qu'ils soient concrets et travailler avec les gens de terrain, ce qu'on fait depuis 2 ans déjà. Ensuite, ce qu'on a voulu, c'est pas rester à Paris. Donc, on a commencé toute notre feuille de route en allant le plus possible sur le terrain, en débattant avec tout le monde. Voilà. Donc, on a fait le Tour de France du numérique en santé qui a duré plus d'1 an. On est allé dans la totalité des territoires français, débattre, construire, réajuster notre feuille de route pour que vraiment cette politique publique, elle soit construite avec les gens de terrain, les gens qui s'impliquent, les gens qui souvent sont dans l'ombre, mais qui font avancer ces sujets. On a voulu aussi donner une dimension en dehors des acteurs de la e-santé, qui sont un peu les professionnels du sujet. Hein. On a aussi beaucoup axé notre vision du numérique en santé citoyenne. Donc, on a fait un peu partout en France des ateliers citoyens pour travailler concrètement avec des gens, associations de patients, mais aussi citoyens de base, hein, dans des métropoles, dans des territoires très reculés, pour des populations éloignées du numérique, pour des populations plus en difficulté, etc. Et donc, on a essayé de travailler dans le détail pour être sûr que notre feuille de route elle soit d'abord pensée avec la vision du citoyen. On a consolidé ça avec une étude dont on reparlera en 3e séquence, qui est une sorte de sondage pour sonder les Français sur ce qu'ils veulent pas dans le numérique en santé, qu'est-ce qui est important pour eux. On en reparlera en 3e partie. On a fait des assises citoyennes où c'était les citoyens, les associations de patients qui décrivaient ce qu'ils voulaient pas, et nous, professionnels, on était dans la salle, donc c'est en mode inversé. Et à partir du mois de juin de cette année, on va créer un comité citoyen incluant des associations de patients, mais aussi des Français tirés au sort, pour que ça soit vraiment notre garde-fou pour développer toujours un numérique en santé, notamment la grande plateforme numérique citoyenne qui est Mon Espace Santé, avec la vision où le citoyen, il est vraiment voix au chapitre et puisse guider les choses. Derrière, on a aussi proposé pour nos startups, nos industriels, puisqu'on a envie d'une souveraineté française et de développer aussi notre économie française en matière de numérique en santé, on a mis en place tout un tas de dispositifs, Genius, les talents de la e-santé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui permet en fait de rendre lisible tout ce que font les pouvoirs publics pour aider nos startups à ce qu'ils puissent se développer, trouver les bons financements, pour qu'on avance dans la même direction et qu'on arrête de travailler de façon complètement dispersée. On a voulu aussi, parce que c'était le parent pauvre du numérique en santé en France depuis toujours, c'est qu'il y ait un programme et des financements dédiés au secteur médico-social avec des premiers financements d'innovation, de phase d'amorçage avec des premiers établissements médico-sociaux qui bénéficient de subventions pour moderniser leur système d'information, toujours en restant dans la même logique des principes fixés par l'État. Et puis, une enveloppe de 600 millions d'euros qui est historique, qui va permettre de généraliser en fait de la numérisation dans les établissements médico-sociaux, où on vise que d'ici 2025, on ait réussi à financer à peu près 70% des acteurs de ce secteur, ce qui est énorme et c'est historique, c'est jamais arrivé en France.
On a voulu reprendre la main un petit peu au niveau international. C'est vrai que la France était très peu présente dans les instances internationales, notamment européennes, pour faire valoir notre vision, pour essayer d'harmoniser les choses avec les pays européens. Donc là, on a recruté une personne qui s'occupe spécifiquement de ces sujets parce que la France doit jouer un rôle au niveau européen pour faire valoir sa vision du numérique en santé, notamment sur le cadre éthique dont on veut que ça soit vraiment notre marque de fabrique. Et puis, comme tout le monde, comme tous les acteurs, comme tous les Français, comme tous les citoyens du monde, dans le numérique en santé aussi au niveau des pouvoirs publics, on a été impacté par la crise sanitaire et le Covid, et ça nous a amené dans des temps records à construire tout un tas de systèmes numériques qui ont aidé le pays au moment de la gestion de la crise sanitaire qu'on traverse. Le système SIDEP qui permet de collecter automatiquement tous les tests de dépistage, notamment PCR de France, on a monté ça en 2 mois, Imaginez-vous connecter tous les labos français pour avoir cette vision. Santé.fr qui a permis de rediriger vers les plateformes de prise de rendez-vous, tous anti-Covid, l'application de conseils citoyens autour du Covid qui s'appelle Mes conseils Covid, tout le système informatique de suivi de vaccination. Bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, tout est critiquable comme toujours en France, mais quand même, il y a eu une mobilisation sans précédent avec une énergie énorme de l'ensemble des acteurs publics pour essayer aussi de soutenir via le numérique la gestion de cette crise. Voilà, je vous propose un petit temps d'échange après cette première séquence qui présente les grandes lignes des principes de la feuille de route au numérique en santé. Voilà, Élodie, je ne sais pas s'il y a quelques questions ou réactions. Alors, on commence par une remarque. Une proportion non négligeable des usagers du système de santé n'ont pas un accès fiable et continu au numérique en raison de problèmes matériels, de réseau et surtout de bugs ponctuels qui font que les utilisateurs abandonnent cet usage. C'est très problématique. Ouais, je suis d'accord. Alors, moi, je suis pas non plus responsable de toutes les infrastructures télécom, 4G, 5G, etc. Sachez quand même qu'on fait des points très réguliers avec les autres ministères pour vraiment faire comprendre que pour l'accès au numérique en santé, qui est un vrai enjeu citoyen et on va dire de préservation de notre modèle de santé, les infrastructures d'accès au numérique sont essentielles. Et je pense que les ministères, notamment de l'équipement, sont très sensibles à l'usage pour le numérique en santé de ces besoins de communication et de connexion. Il faudra acculturer la population à l'utilisation de son espace santé et à montrer l'intérêt de cet espace, de répondre aux craintes de certains concernant la sécurisation des données stockées. Comment voyez-vous la collaboration avec les associations des usagers et des moyens seront-ils dégagés pour aider les associations à accompagner le public ? Oui, on va en reparler en séquence 3, mais la volonté, c'est justement de s'appuyer sur des ambassadeurs pour mon espace santé, justement pour que eux-mêmes en fait puissent aider, qu'on démultiplie les dispositifs et les gens pour accompagner les citoyens à comprendre l'intérêt, à donner les garde-fous qu'on peut donner d'un point de vue éthique, d'un point de vue sécurité, essayer d'accompagner sur les usages. Donc ça, j'en parlerai dans la séquence 3, mais la volonté, c'est que c'est pas que le national ou que l'assurance maladie qui va tout gérer. On veut s'appuyer sur un réseau de gens, d'ambassadeurs au numérique en santé pour accompagner les citoyens. Est-ce la mort du secret médical ? Les médecins conseils d'assurance ont d'ores et déjà accès à tout l'historique médical. Moi, je pense que, en fait, sur ce sujet, là où on se trompe depuis toujours, c'est que le patron des données de santé, celui qui doit être celui qui décide, c'est-à-dire celui qui décide du partage de ces données de santé, ce n'est rien d'autre que le citoyen. Celui qui doit reprendre la gouvernance sur ces données de santé, c'est le citoyen lui-même. Il se trouve que quand le numérique s'est développé ces 20 dernières années, en fait, nous-mêmes, citoyens, on n'est pas maître de nos données de santé parce qu'elles sont éparpillées partout. On n'a aucun moyen, en fait, technique de gérer les consentements de partage sur nos données de santé. L'idée de mon espace santé, c'est de justement proposer une plateforme qui redonne aux citoyens, en fait, son rôle d'acteur et son rôle de patron, de boss, de chef en fait des données de santé. On va reparler en partie 3, mais pour moi, l'énorme enjeu de mon espace santé, c'est de dire, dans un cadre éthique, régalien, gratuit pour tous, fixé par l'État, dont l'éthique est fixée par l'État, on veut redonner aux citoyens français le contrôle de ces données de santé. C'est vraiment ça l'objet. Alors, tu disais tout à l'heure, Dominique, il y aura les enthousiastes et les réticents. Donc, la question est, au final, nous serons dans un temps certain.
pendant un temps certain 2 systèmes. Les prestataires de santé vont devoir gérer 2 types de patients avec 2 organisations différentes. L'équilibre entre volontarisme et loi est-il viable dans l'état actuel? Le fond de ce que je pense, c'est que si on considère qu'il ne faut pas avancer sur le numérique parce qu'il y aura des difficultés, parce qu'il y aura à un moment donné une transition du papier au numérique, d'un système où les données sont éclatées dans tous les logiciels des médecins vers un système, en fait, on va redonner une centralisation de ces données aux citoyens français. Si on se dit, on ne peut pas avancer aujourd'hui, mon énorme crainte, c'est qu'on va finir chez les GAFA, on va finir chez Google. Et moi, c'est ça que je veux pas dans mon pays. Donc, c'est pour ça, en fait, que je pense que la seule solution, c'est pas de voir tous les problèmes qu'il va y avoir, c'est d'avoir une forme de courage, une forme de volontarisme en respectant l'éthique, mais en essayant d'embarquer collectivement l'ensemble des gens. Et bien sûr qu'il y aura des sceptiques, il y aura des gens qui critiquent, il y aura des gens qui vont dénigrer tout ça. Bien sûr, on est en France, c'est notre culture d'être dans l'autoflagellation permanente. Mais moi, mon sujet, c'est pas ça. Mon sujet, c'est de me dire, si on ne bouge pas, si on n'avance pas sur ces sujets-là, on laissera à nos enfants un monde dans lequel ils seront plus maîtres de l'information, parce qu'en fait, les systèmes, ils auront été développés et construits par d'autres visions que les nôtres et par d'autres pays, par d'autres systèmes. Et ça, je pense qu'il y a un énorme enjeu de souveraineté française par rapport à ça. Merci Dominique, je te propose qu'on passe à la deuxième séquence. Parfait. Donc, deuxième point, on imagine bien que pour une plateforme citoyenne de données de santé, il faut aussi embarquer les professionnels de santé, les établissements de santé dans cette transformation numérique. Donc, cette séquence 2, elle va mettre en fait le focus, elle va se concentrer sur ce qu'on propose maintenant désormais aux professionnels de santé. Donc, je vous propose de visualiser un petit film qui explique les grands principes, un petit film à peu près de 7 minutes aussi. À tout à l'heure. Les professionnels de santé sont particulièrement exigeants dans 2 domaines. Tout d'abord, ils demandent aux éditeurs que les logiciels soient intelligents et assurent aisément de multiples fonctions, comme la saisie de l'accès rapide aux informations du patient, les échanges et le partage dans la coordination des soins, ou encore l'accès immédiat aux données du patient via son espace numérique de santé. En même temps, il demande que soit garantie la protection et la portabilité des données, la traçabilité des accès, la sécurité du système d'information et l'hébergement des données. L'Agence du numérique en santé apporte sa contribution à la maison de la e-santé en construisant les fondations de la maison, c'est-à-dire en mettant en place tous les référentiels d'identité, d'interopérabilité et de sécurité, d'éthique de la e-santé. Il est essentiel d'avoir une identité numérique pour tous, de savoir qu'un patient, tout le monde va l'appeler pareil et qu'on sera sûr que ce soit lui. On élargit ces référentiels au secteur médico-social, ce qui fait qu'ils peuvent accéder à des services qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme la carte CPS dématérialisée, et tout ça en toute sécurité. L'Agence du numérique, elle est aussi là pour accompagner les établissements de santé qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. En effet, depuis quelques années, on a un observatoire, on partage les bonnes pratiques et on les aide à résoudre leurs incidents de sécurité en relation avec l'ANSSI. On essaye d'appuyer, d'être à l'accompagnement des acteurs du numérique. On met en place des outils pour les aider. On a des experts qui permettent de répondre à leurs questions, des webinaires, des formations. Donc tout cela, on le fait dans un esprit de co-construire avec eux ce numérique en santé, parce qu'on sait que l'adhésion à ce numérique en santé ne sera forte que si tout le monde y a contribué. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Mon espace santé va s'appuyer sur le dossier médical partagé. Et donc l'un des enjeux majeurs de l'année 2021 et l'année 2022, c'est de progresser dans l'alimentation de ce dossier médical partagé. 2 projets vont venir progressivement dans la vie quotidienne des Français. C'est la e-prescription d'abord.
la dématérialisation du circuit de l'ordonnance entre les médecins et les pharmaciens, et également entre les médecins, les infirmières, les masseurs-kinés, les biologistes. Ça va changer en profondeur les relations. On va passer progressivement d'une logique de papier à une logique dématérialisée. Une autre petite révolution qui va progressivement s'enclencher à compter de 2022, c'est la dématérialisation de la carte vitale. On va pouvoir la mettre sur son smartphone, qui va là encore simplifier la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. Le Health Data Hub est une des 3 plateformes nationales du numérique en santé. Il a été créé il y a un peu plus d'1 an. Il doit permettre aux porteurs de projets innovants d'accéder à des données non nominatives via une plateforme technologique extrêmement sécurisée. Donc les données pourront y être croisées et analysées dans le respect du droit des citoyens pour conduire des projets qui visent à améliorer la qualité des soins et l'accompagnement des patients. Bien sûr, la recherche en santé en France n'a pas attendu le Health Data Hub pour se faire, mais notre offre de valeur consiste à accélérer et à multiplier des projets à fort potentiel. La Direction générale de l'offre de soins, dans le cadre de la feuille de route, pilote 4 actions. Une action qui s'appelle e-parcours. Elle permet d'offrir un bouquet de services numériques pour les professionnels qui interviennent auprès de patients complexes. La deuxième action s'appelle Open. C'est un programme de soutien des établissements de santé pour moderniser et sécuriser leur système d'information. La troisième action, c'est la certification des systèmes d'information hospitaliers. Et la dernière, enfin, c'est le soutien au développement de la télémédecine et du télésoin. En France, le numérique se construit aussi avec le médico-social. Notre objectif, un dossier usager informatisé pour chaque personne, âgée ou handicapée, accompagnée à domicile ou en établissement. Un dossier 100% accessible, dont chaque usager aura la maîtrise. Un dossier 100% sécurisé pour garantir la confidentialité de ses données. Un dossier 100% communicant pour faciliter la coordination des professionnels de son parcours. Nous testons dès à présent les outils du programme ESMS numérique au travers d'une phase d'amorçage. Gestionnaires, professionnels, éditeurs, agences régionales de santé, conseils départementaux, nous comptons sur votre mobilisation. Alors vraiment, du fond du cœur, j'ai envie de remercier tous ces agents publics, tous ces professionnels de santé, tous ces établissements, ces start-up, les associations de patients, les industriels, qui chaque jour sur le terrain, souvent dans l'ombre d'ailleurs, font avancer ces sujets et en fait font progresser notre pays. Tout ne sera pas parfait, mi-2022, à la fin de cette feuille de route, il y aura encore beaucoup de travail. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après cette feuille de route. On est clairement en train d'écrire collectivement une page de l'histoire de la santé en France. En fait, pour conclure, je dirais que depuis 15 ans, la France est en milieu de peloton, je dirais, en matière de e-santé en Europe, mais je suis sûr que d'ici 2-3 ans, on sera maillot jaune. Alors, pour reprendre en gros dans cette deuxième séquence, je vais aller rapidement, les choses qu'on a mises en place pour les professionnels de santé pour améliorer en fait leur quotidien. D'abord, il y a eu tous les référentiels qui sont maintenant opposables, c'est-à-dire qu'on rend obligatoire pour tous les éditeurs, pour tous les industriels, pour toutes les startups qui développent des outils pour les professionnels de santé. C'est des trucs super techniques, de cadres de sécurité, d'interopérabilité des logiciels, vous savez, ce qui permet que les logiciels communiquent proprement les données de façon sécurisée, des moyens d'écrire en fait tous ces sujets techniques pour les logiciels de santé. C'est une campagne autour de la cybervigilance. Vous avez vu que, et ça, c'est le manque de volontarisme aussi de ces 20 dernières années en matière de politique publique dans le numérique en santé qui fait que les hôpitaux sont très fragiles. Vous avez vu toutes les attaques de cybersécurité. Si on ne se bouge pas, si on reste en l'état, on sera de plus en plus vulnérable. Donc voilà, il faut absolument que notre pays progresse. C'est quand même ultra dommageable en fait qu'un hôpital avec quelques hackers puisse être cassé avec des données de santé qui soient capturées. Et donc, mon espace santé, c'est une des réponses, c'est pas la seule réponse, mais c'est une des réponses, on va en parler tout à l'heure, qui permet d'améliorer le niveau de sécurité des données de santé vu du citoyen. C'est un point clé qui a été décrit dans le petit film, c'est le fait que aujourd'hui, ça paraît fou. On est un des rares pays en fait qui a fait n'importe quoi par rapport à l'identité des patients numériques, l'identité numérique des patients. En fait, en France, on est le seul pays qui n'avait pas
créer une identité nationale de santé pour que le logiciel du pharmacien parle bien avec celui du médecin généraliste de la même personne. Aujourd'hui, on est tous des personnes numériquement différentes dans tous les logiciels qui nous ont pris en charge notre hôpital, notre pharmacie, notre médecin généraliste. Donc là, ça y est, on l'a mis en place. C'est un service d'État qui garantit une forme de sécurité pour être bien sûr qu'il n'y ait pas le moindre doute qu'on échange des données de santé sur la bonne personne. C'est ce qu'on appelle l'INS, l'identité nationale de santé, qui est en train d'être déployée maintenant partout en France et qui est un service régalien. C'est pour les professionnels de santé des moyens plus modernes, notamment la possibilité de ne pas avoir juste une carte en plastique pour se connecter, mais avoir la possibilité de pouvoir faire ça en mobilité, ce qu'on appelle une e-carte de professionnel de santé. C'est l'arrivée qui est testée actuellement à partir de mi-2022 pour tous les citoyens français de proposer, en plus de la carte vitale en plastique, une carte vitale dématérialisée qui permettra pas mal de choses en plus de la carte vitale aujourd'hui. Par exemple, de pouvoir se connecter de façon en mobilité sur son téléphone ou sur son ordinateur de façon plus simple, de se connecter simplement sur mon espace santé, sur votre espace numérique de santé, en plus de tous les usages de la carte vitale d'aujourd'hui. C'est l'idée de dire, c'est pas possible que notre pays continue à échanger des données de santé comme ça se fait aujourd'hui avec Gmail ou WhatsApp, c'est-à-dire des outils non seulement pas sécurisés, pas français, avec nos données de santé hébergées sur des serveurs en Californie. On ne peut pas continuer comme ça. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle une messagerie sécurisée de santé qu'on est progressivement en train d'étendre aux établissements de santé, aux professionnels de santé libéraux, aux plateaux techniques, la biologie, la radiologie, aux EHPAD, au médico-social, et vous allez le voir tout à l'heure, aux citoyens français pour que, enfin, quand il y a besoin dans le cadre d'un parcours de soins, qu'un médecin vous envoie quelque chose, que vous lui répondiez, etc., ça puisse se faire par un canal souverain, données de santé hébergées en France et sécurisées. Donc ça, c'est en train de beaucoup se déployer. On met beaucoup d'énergie à déployer cette messagerie sécurisée. C'est le fameux dossier médical partagé dont je vous reparlerai tout à l'heure, puisque le dossier médical partagé va être intégré à l'intérieur de mon espace santé avec une vue qui sera beaucoup plus citoyenne que le dossier médical actuel qui a été d'abord pensé pour les professionnels de santé. Là, on va l'intégrer dans mon espace santé avec la possibilité de partager avec les professionnels de santé, mais en lui donnant un accès beaucoup plus simplifié pour l'usager, pour le citoyen, pour l'assuré social. C'est le projet porté par l'assurance maladie dont a parlé Thomas Fatome dans le petit film tout à l'heure, où on travaille pour dématérialiser le flux de prescription, d'ordonnances et de la délivrance à la pharmacie pour que ça soit le plus fluide possible, le plus sécurisé possible. Donc, ça a démarré en juillet 2019, et on va continuer de déployer ça un peu partout en France. C'est, vous le savez, l'essor de la télémédecine avec les avantages et inconvénients, mais avec un grand boom. Vous vous rappelez les chiffres. Avant la crise Covid, on avait à peu près 400 000 téléconsultations par an. On est passé, lors de la première vague, à 1 million par semaine. Donc, il y a un gros boom avec, ça remplace pas tout, la télémédecine, la téléconsultation, etc. Mais dans tout un tas de cas d'usage, c'est très utile, ça peut être très utile. Vous voyez, les taux de satisfaction sont au-delà de 75% pour les médecins, 79% pour les patients. C'est le Health Data Hub dont parlait Stéphanie Combe tout à l'heure, une plateforme de données anonymisées à des fins de recherche, d'innovation, pour tous les chercheurs de la e-santé, tous les médecins épidémiologiques qui aient une base de données sécurisée et publique. C'est ce dont parlaient tout à l'heure les gens de la direction générale de l'organisation des soins, de soutien financier, donc aux hôpitaux qu'on appelle Open, aux territoires pour les parcours complexes, l'informatisation des parcours complexes qu'on appelle le programme e-parcours. C'est le Ségur numérique, c'est-à-dire les 2 milliards qui ont été consacrés et décidés l'été dernier pour améliorer en fait le partage sécurisé en France des données de santé, donc 2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros pour le secteur médico-social et 1,4 milliard pour le secteur sanitaire, avec l'idée de dire maintenant, ça suffit, quoi. On ne peut pas continuer à partager les données de santé sans aucune sécurité dans les parcours de soins. Donc,
les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les ordonnances des médecins, enfin, vous voyez, toutes ces données de santé, et bien en fait, grâce à ce financement et grâce à la vision qu'on porte de la feuille de route du numérique en santé, on va mettre à jour dans les 3 prochaines années la totalité des logiciels de santé en France, ville, hôpital, sanitaire, médico-social, biologie, radiologie, médecine générale, médecine de spécialité, hôpitaux, pour que tous ces logiciels respectent les fondations de la maison dont on parle depuis tout à l'heure et puissent permettre enfin ce partage sécurisé pour mieux soigner, le partage des données de santé. Ce partage des données de santé va se faire entre professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins, mais aussi, on va en parler tout à l'heure, avec le citoyen lui-même, avec l'assuré social, avec le patient, qui, lui, doit être au centre du dispositif. C'est aussi d'autres programmes, je vous le dis très rapidement, en plus du Ségur numérique qui est vraiment lié au parcours de soins, ce que je viens d'expliquer, en plus, il y a la volonté de l'État dans le cadre de la reconstruction économique post-épidémie du pays, dans le programme qu'on appelle France Relance, de mettre de l'argent aussi pour soutenir notre filière industrielle, voilà, pour avoir une souveraineté numérique, qu'on ne dépende pas que d'entreprises étrangères, mais qu'on dépende aussi de nos industriels français pour qu'on puisse beaucoup s'appuyer sur eux. Et donc, on va les soutenir pour qu'ils créent de l'innovation. Voilà pour la deuxième séquence qui était un peu plus dédiée aux professionnels. Voilà, savoir, Élodie, s'il y a quelques questions ou réactions. Oui, on a des petites questions. Alors, une place est-elle pensée pour l'usager en tant que ressource, par exemple pour l'aide entre pairs, dans les parcours de santé, de soins, de vie? Je pense que l'aide entre pairs, c'est le plus grand atout du numérique et c'est une grande ressource citoyenne mobilisable. Et c'est vrai qu'à ce jour, ça passe beaucoup par Facebook et c'est regrettable. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a un vrai sujet de la notion d'accompagnement numérique et d'accompagnant numérique entre pairs. Je pense que ça a beaucoup de poids. Par rapport à ça, au 1er janvier 2022, il n'y aura pas de mécanisme simple numérique en fait d'accompagnant numérique entre pairs, mais c'est un sujet qu'on a vraiment dans nos têtes pour qu'en 2022, on puisse proposer des mécanismes très simples qui permettent d'accompagner quelqu'un d'autre. Voilà. Où en êtes-vous quant à la facilité d'utilisation de l'espace santé? Le succès, vous le savez bien, dépend de la facilité de l'utilisation, tant pour les professionnels que pour les usagers. Y aura-t-il des référents au sein des CEPAM ou autres caisses afin d'aider les usagers et les professionnels en cas de difficulté? On va en reparler tout à l'heure. C'est sûr que ça va pas être magique, hein. Ça va pas au 1er janvier 2022 par un coup de baguette magique, tous les problèmes seront pas réglés. Mais on met une énergie énorme pour que de semaine en semaine et de mois en mois, petit à petit, tous les problèmes se résolvent, notamment les connexions pour alimenter le dossier médical partagé, pour alimenter mon espace santé, tout ce que je viens d'expliquer. L'accompagnement financier des professionnels de santé. Du côté des usagers, il y a effectivement énormément d'importance à donner des outils simples, ergonomiques le plus possible. Tous les outils, tous les écrans ont été travaillés avec des associations de patients, avec des citoyens et forcément, ça sera critiquable, tout sera pas parfait. On va vraiment essayer de mettre toute notre énergie pour que les outils soient le plus simple possible. Mais le fond du fond, c'est que il faut pas qu'on soit dans le fantasme que d'un seul coup, tout va être parfait. En fait, il faut vraiment qu'on se mobilise collectivement, nous tous, hein. L'État essaie de faire sa part du boulot, les professionnels de santé, les industriels et les citoyens eux-mêmes pour petit à petit, humblement, étape par étape, mais avec beaucoup d'énergie, de volontarisme et d'enthousiasme, de construire notre plateforme citoyenne souveraine à la française. Si à la moindre anicroche, on perd espoir et on laisse tomber, eh bien, comme souvent en France, on n'arrivera pas à construire notre souveraineté, notre autonomie en matière de numérique. Donc, c'est pour ça que ce webinaire est important, pour que vous preniez conscience, en fait, que les choses sont pas magiques, en fait. Il va falloir les accompagner tous ensemble de façon collective et solidaire. On met beaucoup d'énergie du côté des pouvoirs publics. Je pense que les industriels veulent aussi participer vraiment avec cette vision française. Je pense que les professionnels de santé ont envie de s'engager. On a un moment d'alignement de planète, il ne faut pas le gâcher. Question suivante. Au risque d'insister, ce système va-t-il pouvoir cohabiter avec les pratiques manuelles, rendez-vous par téléphone, transmission des résultats et compte rendu papier, pour les personnes sans smartphone, sans Internet ni ordinateur, qui restent nombreux?
Oui, la réponse est oui. Tous les dispositifs, et c'est les directives qui seront données aux hôpitaux, aux médecins, c'est d'avoir toujours la possibilité de donner l'information, le dossier sous format papier. Ça, on n'y coupera pas. Même quand vous voyez, pour creuser encore le sujet sur la fameuse carte vitale qui va être dématérialisée, ben en fait, évidemment qu'on va pas supprimer, couper la carte vitale physique du jour au lendemain. Voilà. Donc, il y a vraiment la volonté d'accompagner, mais d'assumer le fait qu'il faut aussi engager une transition parce que si c'est pas nous qui la faisons par nous-mêmes, elle nous sera imposée par d'autres et c'est ça qu'on veut éviter. Alors ensuite, on a une série de questions un peu similaires. À tout anticiper par numérique, ne risque-t-on pas de créer une asymétrie entre ceux qui monteraient dans le train et ceux qui le manqueraient? Donc voilà, quel plan est prévu pour éviter le renforcement des fractures existantes, etc. Alors, on va en reparler vraiment. Je te propose, Elodie, par rapport à la partie vraiment fracture numérique, inclusion numérique, tous ces sujets, qu'on le réserve à la troisième partie qui est vraiment dédiée à ça. D'accord? Pas de souci. Le carnet de santé continue-t-il d'être au format papier? En fait, il y a un carnet de santé papier. Bien sûr qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain. La volonté, ça sera de proposer de plus en plus des usages du numérique pour tous ceux qui peuvent. Considérez-vous que le DMP a été un échec? Je considère que le DMP, ça a été un échec en France, oui. Pas un échec total, parce qu'en fait, ce qui a été super, c'est qu'on a lancé une initiative avec une plateforme nationale et techniquement, le DMP, en termes de sécurité, c'est quelque chose qui est très bien fait. Là où pour moi, ça a été un échec, c'est qu'en fait, on n'a pas réussi à résoudre tous les problèmes techniques qui permettent aux médecins de simplement, de façon très simple, depuis leur logiciel, envoyer des données dans le DMP. Et en fait, c'est un échec parce qu'en fait, à la base, les règles techniques, les fondations dont on parle depuis le début, elles n'étaient pas posées en France. Le DMP, c'est comme une maison, mais cette maison, elle n'a pas été construite sur des fondations solides. Les fondations solides, c'est quoi? Eh ben, c'est d'avoir une identité nationale de santé commune à tous les logiciels. C'est d'avoir aidé et accompagné tous les professionnels de santé et les industriels qui développent les logiciels pour les médecins et les hôpitaux pour que ces logiciels, ils soient tous interopérables et sécurisés. Tant qu'il n'y avait pas cette première partie qui était faite, en fait, on n'arrivait pas à connecter correctement les logiciels des médecins au DMP. Et c'est en ça que notre pays a échoué. Et donc, moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut être humble, pragmatique. Le numérique, on doit d'abord être pragmatique. Le pragmatisme, c'est de dire que l'État reprend la main et refixe les règles pour que tous les logiciels soient compatibles avec le DMP et le futur espace numérique de santé. Allez-vous organiser la remontée des difficultés sous forme d'observatoire ou autre? Oui, exactement. Ça sera une des grosses missions en fait, du comité citoyen au numérique en santé, c'est de superviser un observatoire de remontée des difficultés. Comment les professionnels de santé seront incités à rentrer leurs données dans le dossier numérique? En fait, il y a d'abord une première étape qui est une phase d'incitation, donc avec des financements. Tout à l'heure, quand je parlais du programme de financement Ségur, les 2 milliards dont je parlais tout à l'heure, il y a dans ces 2 milliards une partie pour le médico-social, une partie pour le sanitaire, et dedans, il y a des enveloppes qui sont dédiées aux éditeurs, aux industriels pour qu'ils mettent à jour leur logiciel compatible et labellisé, tamponné par l'État, hein, comme un permis de construire logiciel. Mais ensuite, il y a des financements directement auprès des médecins, auprès des établissements de santé pour qu'ils jouent le jeu du partage de données. Donc, il y a un premier point, c'est l'incitation financière. Voilà. Le deuxième point, c'est que derrière, on dira, c'est opposable, c'est obligatoire de restituer aux citoyens français, quand on est un hôpital, son compte-rendu d'hospitalisation. C'est obligatoire pour un médecin de restituer ses certificats, ses lettres, ses ordonnances, etc. Et donc, forcément, petit à petit, on va faire monter de l'incitation, un peu de coercition, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Ces données de santé, elles appartiennent aux gens, elles doivent être restituées aux patients, aux citoyens, à l'usager. Donc, il y aura aussi, évidemment, un volet obligatoire et un peu coercitif. Autre question, comment ça va se passer pour des personnes qui seraient en vacances à l'étranger ou en déplacement professionnel ou expatriés? Alors, les citoyens qui assurés sociaux, même s'ils habitent à l'étranger, ils auront un accès à mon espace santé. Plusieurs personnes m'ont fait part de leurs difficultés à obtenir leurs informations
de leurs informations de connexion en cas de perte. Ce n'est pas anecdotique car ces assurés s'interrogent sur l'intérêt de s'engager dans le DMP. Existe-t-il des échanges croisés entre les acteurs du DMP pour assurer un suivi de qualité? En fait, on va en parler juste après, Elodie, mais en 2 mots, c'est l'État a confié à l'assurance maladie la construction de mon espace santé et qui récupère en fait la brique DMP, puisque le DMP, techniquement, je le répète, il y avait plein de choses intéressantes dans ce DMP. Donc, c'est pour ça que ça nous semblait important de le récupérer. On a un capital par rapport à ça. Et évidemment, par rapport à tous ces sujets de perte de connexion, d'ouverture de compte, là, il y a un énorme travail de l'ensemble de l'assurance maladie en national et sur les territoires pour justement roder tout ça. On va en reparler tout à l'heure. Il y aura une première phase pilote où on va pouvoir mettre les coups de tournevis partout où il faudra sur les choses qui ne marchent pas parfaitement. Bon, du coup, je te propose qu'on passe à la 3e partie puisque les questions qui restent concernent cette partie-là. Parfait. Donc, 3e partie qui est justement le descriptif de mon espace santé, donc, qui est une des actions emblématiques de la feuille de route au numérique en santé, qui est la plateforme citoyenne. Donc, je vous propose à nouveau de regarder un petit film qui décrit ce que c'est précisément, à peu près 7 minutes. Ensuite, je reprendrai et on continuera nos échanges. Toute cette feuille de route, vous l'avez vu, qu'on porte avec enthousiasme, énergie et détermination, elle est d'abord faite évidemment pour le citoyen lui-même. Et donc pour aller au bout de nos idées, de nos convictions, il fallait construire un outil, une plateforme, un espace numérique de santé pour que chaque personne puisse être acteur de sa santé au travers du numérique en gérant ses données de santé, pour la prévention, pour organiser son parcours de soins, pour faire de la télémédecine. Le nom de code de cette plateforme numérique nationale, c'est Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est un projet très ambitieux qui vise tout simplement à transformer le parcours de soins des assurés. Concrètement, c'est quoi ? Un espace numérique, sécurisé, personnel, hébergé en France, qui va réunir pour chaque assuré ses données de santé. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une messagerie sécurisée entre les assurés et les professionnels de santé. C'est un agenda partagé de santé et c'est un catalogue d'applications référencées. C'est donc tout un écosystème qu'on veut construire autour de Mon Espace Santé. C'est un projet ambitieux. Le ministère des Solidarités et de la Santé en a confié la réalisation à l'assurance maladie. J'en fais donc une priorité, avec un point de vigilance, un souci permanent, accompagner nos assurés les plus précaires pour qu'eux aussi ils s'emparent de Mon Espace Santé. Avec la création de Mon Espace Santé, mettant le patient au cœur du dispositif, en lui permettant d'être un véritable acteur de sa santé, tout autant que de l'ensemble du système, la stratégie numérique en santé donne un nouvel élan à la démocratie sanitaire. Créer du lien pour que chaque usager de la santé se sente soutenu et accompagné. Rapprocher et faire participer tous les acteurs pour plus d'humanisme afin qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté. C'est l'éthique que nous portons au sein de la stratégie du numérique en santé. Et c'est aussi pour ça qu'il nous tient à cœur de donner la parole aux usagers, aux citoyens, pour construire Mon Espace Santé, mais aussi pour toutes les actions de la feuille de route. Depuis 2019, on met en place des ateliers citoyens qui nous permettent de poser des questions aux usagers sur leurs usages du numérique en santé, faire en sorte que Mon Espace Santé s'inscrive dans ces usages. On a aussi mené une enquête l'été dernier auprès de plus de 2000 personnes et qui nous a permis de savoir qu'en fait, 8 personnes sur 10 étaient prêtes à utiliser Mon Espace Santé. 80% des personnes interrogées se disent rassurées qu'un tel service soit développé par le service public. Et en 2021, pour encore plus appliquer la démocratie sanitaire aux enjeux du numérique, nous allons lancer un comité citoyen d'une forme nouvelle, en associant des usagers tirés au sort, mais aussi des associations de patients. Il participera à la construction de Mon Espace Santé et de ses différentes fonctionnalités. Notre objectif est d'ouvrir ce nouveau service public numérique à tous, par défaut, dès le 1er janvier 2022. Notre fil d'Ariane, à chaque étape de l'élaboration de Mon Espace Santé, est d'associer les patients afin de nous assurer qu'ils répondent bien à leurs besoins.
Pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par mon espace santé, prenons un exemple. Je suis d'une patiente diabétique qui a une fracture opérée de la cheville, qui déménage et qui du coup se retrouve prise en charge par un nouveau médecin traitant. Grâce à mon espace santé, cette patiente pourra facilement partager son historique médical avec son nouveau médecin. Dans son dossier médical, elle peut renseigner des informations sur son parcours, son historique. En les photographiant, elle peut déposer des documents médicaux qu'elle a chez elle, tels que son compte-rendu d'hospitalisation, son compte-rendu opératoire lors de la fracture de sa cheville. Pour y trouver les résultats de son bilan de diabète, il lui suffit de demander à son diabétologue qui lui transmettra ces informations grâce à la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Elle pourra les déposer dans son dossier médical. Dans le cadre d'ailleurs de son suivi de diabète, la patiente pourra intégrer automatiquement dans son dossier médical les informations de mesure de la glycémie prises par son lecteur de glycémie connecté, à condition que ce lecteur soit connecté à une application référencée dans le catalogue de services en santé de Mon Espace Santé. Il lui suffit alors juste de choisir l'application, de donner son accord pour le transfert d'informations. Elle peut également commencer à remplir son carnet de vaccination électronique que le médecin pourra aussi compléter si besoin. Ainsi, son nouveau médecin traitant disposera de toutes les informations nécessaires pour la prendre en charge. Bien plus que les informations médicales, Mon Espace Santé propose aussi des outils qui permettent d'organiser son parcours de santé. Grâce à Mon Espace Santé, elle aura automatiquement accès depuis un seul agenda sécurisé à tous les rendez-vous médicaux pris avec les différents professionnels de santé qui la prennent en charge. Dans un premier temps, Mon Espace Santé sera testé à l'été 2021 par la population de 3 départements, où chaque usager recevra alors un courriel ou un courrier personnel de l'assurance maladie lui expliquant comment activer Mon Espace Santé. Les retours de ces premiers utilisateurs nous permettront d'améliorer le produit avant sa généralisation à toute la population à partir de janvier 2022. L'assurance maladie accompagnera au plus près les assurés dans leur prise en main de Mon Espace Santé. Alors pour réussir un projet aussi ambitieux, aussi important, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, nous, pouvoirs publics, il faut qu'on définisse ce cadre interopérable, sécurisé, éthique, que Mon Espace Santé soit demain accessible à tous, mais il faut aussi que les industriels, d'une part, ils mettent leurs solutions en conformité, et puis d'autre part, ils créent des services numériques à valeur ajoutée métier qui soient innovants, que ce soit des start-upers, des grands groupes, des PME. Il faut que les établissements de santé, les professionnels de santé, ils s'approprient ces outils, qu'ils alimentent le dossier médical partagé, qu'ils échangent les données de santé avec le citoyen via une messagerie sécurisée. Et puis, il faut enfin que les patients, les associations de patients, les citoyens se saisissent de Mon Espace Santé, se l'approprient, qu'ils aident leurs concitoyens à se l'approprier quand ils sont plus éloignés du numérique, pour qu'enfin tous, on soit acteurs de notre santé. C'est indispensable parce que si on échoue, d'autres le feront à notre place. C'est vraiment là notre souveraineté numérique qui est en jeu et derrière la modernisation du système de santé dans un cadre de valeurs qui nous semble à nous, société, citoyens, acceptable. Donc on n'y arrivera pas sans vous et on compte vraiment sur vous et vous pouvez compter sur nous. Alors, si on reprend ce qui vient d'être expliqué dans ce petit film, donc Mon Espace Santé, c'est une plateforme numérique régalienne développée par l'assurance maladie, construite avec les usagers et pour les usagers. C'est un service qui est à destination des citoyens, mais qui implique forcément aussi les professionnels de santé. C'est un service qui a été construit en concertation et qui continuera dans le futur à être construit en concertation, notamment via le comité citoyen. L'idée, c'est de travailler sur une interface qui soit fluide. On vient d'en parler. En termes d'ergonomie, il y a beaucoup d'enjeux. Il y aura certainement des choses qu'il faudra améliorer de semaine en semaine et de mois en mois. Dedans, vous l'avez compris, il y a 4 choses, 4 briques, 4 éléments, 4 fonctionnalités. Le dossier médical partagé qu'on récupère, qu'on rend plus simple, plus visible, plus lisible, plus accessible pour le citoyen, pour l'usager final. C'est une messagerie sécurisée de santé qui permet d'échanger avec des médecins, avec des professionnels de santé, avec des établissements de santé par un canal sécurisé, souverain, régalien. C'est un agenda qui permet de stocker des événements santé, que ce soit des rendez-vous, des rappels, voilà, tout ce qui va être événements santé. Et c'est aussi
un catalogue d'applications tamponnées, référencées par l'État. Ces applications numériques de santé, voilà, on l'a vu tout à l'heure, une application numérique pour un diabétique, pour un insuffisant cardiaque, pour une femme enceinte, toutes ces applications numériques de santé, de téléconsultation, toutes ces applications, elles auront vocation à participer, à être intégrées dans ce catalogue d'applications. Bon, c'est pas l'État qui développe tout, mais c'est l'État qui donne les tampons et qui référence ces applications. Le contexte réglementaire, d'abord, c'est une loi qui avait été promulguée en juillet 2019, qui prévoit cette arrivée de ce qu'on appelait d'un point de vue technique l'espace numérique de santé, qui maintenant s'appelle Mon Espace Santé, pour toute personne à partir du 1er janvier 2022, avec un mécanisme de ce qu'on appelle l'opt-out. L'opt-out, c'est le terme anglais qui veut dire en gros, il y a un courrier qui va être envoyé à tous les Français par message, mail et courrier, qui nous dira à tous, on va vous créer votre espace numérique de santé. Si vous voulez vous y opposer, vous avez 1 mois et 10 jours. Donc, c'est un système en fait où on propose par défaut de le créer. Et ensuite, dans le catalogue de services, toutes les applications développées par nos industriels, nos startups et nos hôpitaux qui proposent des services numériques de santé pour les gens, pour les citoyens, ils pourront les proposer dans ce catalogue de services à condition que ces services couvrent, c'est ce que vous avez dans la partie droite en fait de cette planche, des services qui sont faits pour la prévention, pour le diagnostic, pour fluidifier les parcours de santé, pour les retours à domicile, pour l'orientation dans l'offre de soins. Ouais, tout ça, en fait, c'est ça qui est éligible en fait à rejoindre Mon Espace Santé. Donc, c'est des services numériques citoyens usagers avec une orientation, une prévalence santé. C'est globalement Mon Espace Santé, on en a parlé tout à l'heure, quelque chose qui est essentiel, c'est de redonner le contrôle d'accès aux données de santé à la main du citoyen. C'est notre conviction profonde, c'est qu'il faut faire confiance aux gens. Il faut leur redonner le pouvoir sur leurs données de santé. C'est pas normal qu'en fait, aujourd'hui, la gestion de nos données de santé se passe sans notre avis. Donc, dans le cadre du dossier médical partagé, tous les consentements d'accès en lecture, en écriture, tout ça, c'est à la main du citoyen. Dans le catalogue de ces services numériques en santé, c'est à nouveau à la main du citoyen. C'est lui qui décide ou pas de les utiliser. C'est le citoyen qui décide ou pas de connecter tel ou tel service numérique à son dossier médical partagé. Et enfin, c'est la possibilité pour chaque citoyen de partager dans le cadre de son parcours de soins avec son médecin, avec son hôpital, avec son cercle de soins, dans le cadre de son parcours, les données de son espace santé. C'est vraiment la volonté, c'est de reconstruire en fait un système où ça soit vraiment les citoyens qui soient au cœur des données de santé. Ensuite, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une des raisons de l'échec du DMP, en tout cas l'échec d'usage du DMP, c'est le fait que justement, comme jusqu'à présent, le DMP était bâti sur un principe de ce qu'on appelle l'opt-in. L'opt-in, c'est quoi? C'est qu'il faut faire l'effort de le créer. En fait, ça posait un problème parce que si le DMP n'était pas créé, parce qu'il n'y avait pas eu l'effort fait pour le créer, parce que à ce moment-là, l'établissement, il disait, mais je ne sais pas si le DMP est créé, l'établissement de santé ou le médecin, il disait, mais si je ne sais pas s'il est créé, je rechigne à donner les données de santé. Donc, les DMP étaient vides et donc, en fait, on se retrouvait dans un espèce de cercle vicieux. Là, l'idée, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, par défaut, c'est créé. Donc, un établissement de santé, un médecin, un professionnel de santé ne pourra pas dire, comme il n'existe pas, je ne peux pas envoyer des données dedans. Par défaut, c'est créé. Donc, tout le monde devra alimenter mon espace santé. Pour tester ça, vous imaginez que voilà, ça ne sera pas parfait au démarrage, bien sûr. Il y aura dès juillet 3 départements pilotes qui ont été désignés par l'assurance maladie avec 3 CEPAM pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme. Et dans ces départements, dès cet été, on aura une première version, une version bêta, très loin d'être parfaite de cette application, sur 4 millions de personnes qui seront notifiées, qu'on leur créera dès juillet cet espace de santé numérisé et de commencer à tester tous les cas d'usage et puis faire les boucles de rétroaction en disant il y a ça qui ne va pas, il faut le corriger vite, etc. Donc ça, c'est l'objectif, c'est dès cet été de commencer à tester les premiers usages et débugger, quoi. Donc le planning général de tout ça que vous avez à l'écran, c'est dès juillet 2021 dans ces 3 départements, une phase pilote qui s'étalera
jusqu'à fin décembre 2021. À partir du janvier 2022, pendant les mois de janvier, février, mars, tous les Français vont être contactés avec la notification par courrier, par messagerie, en leur disant, voilà, on va vous créer un espace numérique de santé dès la naissance, sécurisé, régalien, à votre main, etc., comprenant un DMP, une messagerie, un agenda, un catalogue d'applications, et vous avez 1 mois et 10 jours pour vous y opposer si vous ne le souhaitez pas. Et par défaut, si vous n'y êtes pas opposé, ça sera créé. Donc, ça veut dire que vos médecins, votre hôpital, vos professionnels de santé, ils pourront commencer à l'alimenter avec vos données. Globalement, vous imaginez bien que c'est une démarche au long cours et tout ne va pas être magique au 1er janvier 2022. Donc, voilà, il faudra plusieurs mois et probablement quelques années pour que ça soit une vraie plateforme parfaite où vraiment toutes nos données arrivent de façon automatisée, parfaitement fluide, etc. Donc, il y a un enjeu énorme de mobilisation collective pour l'alimenter. Les citoyens à qui on va proposer d'avoir des outils ergonomiques dans mon espace santé pour que nous-mêmes, on puisse renseigner nos antécédents, pour être sûr de ne pas les oublier, déjà, comme une sorte de pense-bête, de pouvoir prendre en photo son dernier compte-rendu ou son dernier résultat de biologie de peur que les médecins ne l'aient pas forcément. Donc, les citoyens, ils auront un rôle très important pour renseigner, pour le remplir. Bien sûr, l'État, notamment, vous imaginez, les systèmes d'information, enfin, tous les résultats de dépistage Covid, les certificats de vaccination, on va se débrouiller pour que ça arrive automatiquement dans l'espace numérique de santé des Français. Mais les professionnels de santé, on en a parlé tout à l'heure, ils ont un rôle énorme de jouer le jeu de cette vision collective nationale un peu patriotique de cette plateforme numérique de santé pour alimenter, parce que c'est essentiel que chaque citoyen français puisse récupérer ses données de santé. Donc, vous voyez qu'il y a un énorme enjeu, c'est pas un produit marketing, quoi. Je suis pas là pour faire du marketing, je suis pas là pour vendre un produit. Ce que j'essaie de faire comprendre par le biais de cette petite présentation, c'est de dire que c'est un enjeu de choix de société. On a un choix de société devant nous. Soit on continue à se disperser, à pas être solidaire d'une volonté pour construire notre souveraineté numérique, soit au contraire, on veut y aller. Si on veut y aller, on a tous notre place pour le construire autour d'un numérique en santé citoyen, régalien et éthique. Donc, les citoyens, les industriels, les professionnels de santé et bien sûr l'État qui essaye aussi de mettre à disposition toute cette feuille de route du numérique et cette plateforme. Donc, si on revient sur les écrans que vous avez vus, vous voyez, vous vous connecterez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Dans un second temps, vous pourrez le faire directement avec votre carte vitale dématérialisée. Vous aurez des écrans où vous présentera les applications, les services numériques proposés pour les différentes pathologies, etc. Petit à petit, qui va s'enrichir. Vous pourrez renseigner vous-même vos antécédents médicaux, chirurgicaux, votre traitement en cours, vos directives anticipées, tout ce que vous voulez renseigner de votre santé pour être mieux pris en charge dans votre parcours de soins. On aura la possibilité de récupérer des documents directement par les professionnels de santé et si eux ne l'ont pas fait, de le prendre en photo ou de le ranger et de le classer dans le bon endroit comme aujourd'hui on range nos papiers santé dans un classeur ou dans une armoire chez nous. Voilà, ça sera la possibilité d'avoir une messagerie sécurisée de santé pour passer par un canal sécurisé. C'est des données sensibles quand même pour qu'un médecin puisse vous les envoyer de façon secrète et sécurisée dans votre espace via une sorte de messagerie, de mail sécurisé santé. Et puis la possibilité de connecter des applications numériques. Si vous êtes diabétique, vous avez une petite application ou si vous avez une application de suivi de votre grossesse ou un outil de téléconsultation qu'on vous a proposé ou de prise de rendez-vous, vous aurez la possibilité, si cette application elle respecte bien les règles d'État, de la connecter avec votre dossier médical, avec votre agenda et avec votre messagerie que vous avez dans mon espace santé pour pouvoir recentraliser à votre main en fait vos données de santé. Voilà, vous aurez la possibilité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, de partager de façon sécurisée les informations qui sont dedans. Voilà, je vous propose une petite séquence de questions-réponses sur le sujet. Élodie. Alors, comment sera identifié le référent du patient dépendant comme une personne handicapée, voire électrosensible? Alors ça, c'est un sujet qui est encore en cours d'instruction, qui est très compliqué d'un point de vue légal pour être sûr qu'on donne bien une délégation à une personne qui est officiellement référencée. Le sujet n'est pas instruit, c'est ce que je disais tout à l'heure rapidement, peut-être ça vous a échappé, cette notion en fait de délégataire avec une personne responsable pour un autre. Ça, c'est un sujet sur lequel
voilà, qu'on est en train de travailler. Donc, les principes seront décrits plus tard. Techniquement, on trouvera les solutions, mais c'est surtout juridiquement qu'il faut qu'on cadre bien les choses. Les usages de la télémédecine sont plutôt des pratiques urbaines, voire plus ancrées chez les tranches d'âge allant jusqu'à 65 ans. Qu'est-il pensé pour les autres? Ne risque-t-on pas de créer une asymétrie des relations? Alors, comment dire? Bien sûr que c'est un peu comme au XVIIIe siècle avec le déploiement de l'imprimerie. Bien sûr qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise, qui ne savaient pas lire, il y avait de l'illettrisme, voilà. Mais il a quand même fallu que notre pays avance parce que l'imprimerie au XVIIIe siècle, comme le numérique au XXIe siècle, c'est fait pour être des outils d'émancipation citoyenne et il faut faire attention à ne pas laisser des gens sur le bas de la route, sur le côté de la route. Bon. Par rapport à ça, sur la téléconsultation, de toute façon, il y aura toujours des dispositifs complémentaires pour les gens qui se sentent pas à l'aise avec le numérique. Mais par contre, je veux aussi tordre le cou à une idée préconçue, c'est que moi, je dirige un établissement de santé dans un territoire où j'ai des patients qui viennent de coins ruraux où il y a peu d'accès, notamment à des outils numériques, et qui trouvent énormément d'intérêt en allant dans une maison de santé ou dans une pharmacie qui mettent à disposition ces outils numériques et en étant accompagnés d'accéder à des services de téléconsultation, de télémédecine. Donc, il ne faut pas trop non plus avoir un discours caricatural. On va tout faire pour être dans l'inclusion numérique, l'accompagnement, proposer des alternatives au numérique, mais il faut aussi qu'on soit capable d'avancer parce qu'il y a des gens qui sont capables, il y a plein de gens qui sont capables, et je peux vous le dire en tant que directeur d'établissement de santé, des gens pas toujours geeks de métropole, mais aussi des gens normaux, y compris des personnes âgées. En tant que représentant des âgés et associations, comment pouvons-nous aider et contribuer? On va en parler en dernière partie. Ce qui serait super, c'est la toute dernière partie, c'est de prendre contact avec nous sur un site web. On vous mettra le lien tout à l'heure. Vous-même, vous pouvez acculturer, organiser des petites présentations comme ce que je viens de faire pour vous. Vous pouvez les faire vous-même. On vous donnera tous les éléments. On peut être là en support. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous allez voir, il y a une petite plateforme où vous pourrez proposer toutes les initiatives que vous pouvez imaginer pour accompagner ça sur vos territoires auprès des communautés avec lesquelles vous êtes en relation. Donc, justement, l'objet de ce webinaire, on le verra juste après, c'est de vous proposer d'avoir une plateforme où vous pouvez nous faire des propositions. Et on sera évidemment très moteur dès lors que vous avez envie d'animer des choses autour de ça. Y a-t-il un lien avec la plateforme de signalement des effets indésirables? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de lien, mais par contre, ce qui serait très pertinent, c'est que dans le catalogue des services de mon espace santé, il y a aussi cette plateforme de signalement des effets indésirables ou des événements indésirables. Typiquement, c'est le genre de suggestion que vous pourrez faire sur la plateforme. Ça, par exemple, c'est une super idée. Ce n'est pas prévu aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont vraiment accessibles et possibles, ça, techniquement. À partir de janvier 2022, l'activation sera-t-elle assurée par l'usager ou sera-t-elle automatique? Et quelles modalités d'opposition ou de rétractation? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le principe, c'est chaque citoyen français, chaque usager, chaque assuré social recevra en provenance de l'assurance maladie un courrier, un message lui disant qu'il a 1 mois et 10 jours pour s'opposer à la création automatique de son espace numérique de santé. Donc ça, c'est le premier canal. Il y aura tout un dispositif qui sera expliqué. On fera des communications d'ici la fin de l'année pour bien expliquer. On va tester les dispositifs dans les 3 départements pilotes. Mais le principe, c'est pour pouvoir exercer votre droit d'opposition, on va vous l'expliquer dans un courrier, dans un message qui sera adressé à tous les Français. Ensuite, vous aurez, si vous voulez accélérer les choses parce que vous avez très envie de l'avoir rapidement, dès le 1er janvier 2022, même en amont, même avant d'avoir reçu le courrier de l'assurance maladie, vous pourrez vous-même aller sur la plateforme et vous le créer par vous-même, en fait. Alors, autre question. Pour pouvoir choisir d'accepter l'ouverture ou non de son espace, il faut avoir des informations qui aillent au-delà d'un film publicitaire grand public. Quel calendrier de communication et quels outils pour le public, y compris le plus vulnérable? Alors là, on est en train de travailler entre le ministère de la Santé et l'assurance maladie sur tous les dispositifs de communication grand public
En gros, ces dispositifs, ils seront stabilisés, je pense, pour novembre-décembre de cette année. Et à partir de là, il y aura tout un plan de communication, d'accompagnement, d'information. Et notre logique, c'est pas de faire des films publicitaires. On est l'État, quoi. On n'est pas là pour faire du marketing. On est là pour essayer de vraiment penser citoyenneté française. Alors, il y a plusieurs questions en lien avec le DMP. Un DMP qui a été créé est-il d'office intégré et en intégralité au contenu sur mon espace santé? Et autre question en lien avec le DMP. Ah oui, création automatique si pas d'opposition, d'accord. Mais pour ceux qui ne l'activeraient pas, que se passe-t-il pour leur DMP? Alors, les DMP déjà créés seront automatiquement intégrés dans mon espace santé, d'accord? Donc, si vous avez déjà des données dedans, vous l'avez déjà créé, avec l'arrivée de mon espace santé, ces données seront récupérées, seront réintégrées à l'intérieur de mon espace santé. C'est aussi pour ça qu'on a récupéré cette brique numérique dans le DMP, qu'on l'a intégrée dans mon espace santé. Donc, à la première question, la réponse est oui. À la deuxième question, quelqu'un qui s'opposerait à la création de mon espace santé à partir du 1er janvier 2022, mais qui avait déjà un DMP, je n'ai plus les dates en tête, mais il y a un temps pendant lequel votre DMP il va continuer d'exister pendant un certain temps, ne serait-ce que parce que ce DMP il est aujourd'hui utilisé pour les professionnels de santé qui vous soignent dans le cadre de votre parcours de soins. On reviendra vers vous par messagerie avec Elodie, je vous donnerai la date précise, la durée précise après laquelle, si vous êtes vraiment opposé, le DMP sera plus accessible du tout. Mais il y a un temps où le DMP continuera d'exister pour les parcours de soins, pour vos médecins, pour vos hôpitaux. Avec mon espace santé, plus besoin de Doctolib? Ma vision, c'est, vous l'avez vu dans mon espace santé, on ne prévoit pas d'outils de prise de rendez-vous. En fait, il y aura un agenda, mais il n'y a pas d'outils de prise de rendez-vous. Donc, l'idée, c'est que Doctolib et les autres plateformes de prise de rendez-vous puissent être dans le catalogue d'applications référencées par l'État. Doctolib et tous ceux qui proposent des applications numériques en santé. En revanche, ce qui est clair, c'est que la volonté des pouvoirs publics de l'État, c'est que les données de santé, vos résultats de biologie, votre carnet de santé, ça soit l'État qui le porte, ça soit cette plateforme régalienne qui le porte. Nous, on pense vraiment profondément, c'est ma conviction profonde, c'est que ces données de santé, c'est la clé et ça doit être à la main de l'usager et c'est à l'État en fait de construire le cadre éthique et le réceptacle souverain pour pouvoir vous garantir que vos données de santé que vous récupérez, elles soient bien dans un cadre régalien. Et ensuite, une fois que l'État a garanti ça, ouvrir aux applications de santé comme Doctolib, comme Maya, comme Keldoc, comme les plateformes de télémédecine développées par tout l'écosystème. Bien sûr que c'est logique parce qu'on bénéficie de l'innovation apportée par les sociétés privées, mais en revanche, les données de santé, le cadre régalien, c'est à l'État de le faire. Voilà ma conviction profonde. Si je refuse la création de mon espace santé, est-ce que je serai toujours remboursée pareil par l'assurance maladie et ma mutuelle? Oui, bien sûr. Comment est constituée l'identité numérique? Le numéro de sécurité sociale n'est-il pas unique? Alors, c'est une question un petit peu technique, mais jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 an et demi qu'on a fait changer la loi, il n'était pas prévu que le numéro de sécu, qu'on appelle le NIR, en fait, puisse servir à référencer, à identifier les données de santé pour un patient ou un assuré social donné. Les choses ont changé, mais ce qu'on appelle l'identité nationale de santé, c'est ce numéro, en gros, il y a tout le cas des enfants maintenant qui est traité aussi, bon, mais c'est ce numéro de sécu, mais avec en plus des traits d'identité pour être sûr qu'on parle bien de la même personne, qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Donc, c'est ce numéro de sécu, plus nom, plus prénom, plus date de naissance, plus lieu de naissance, plus sexe. Et c'est l'ensemble de tous ces éléments, voilà, qui serviront à référencer vos données de santé. Et lorsque ces données seront échangées de façon sécurisée entre un médecin, un hôpital, un pharmacien, ben c'est toutes ces petites données, le numéro de sécu, plus en fait ces traits d'identité qui seront véhiculés pour être sûr qu'on parle bien de la bonne personne en fait. L'espace numérique sera-t-il accessible en plusieurs langues? Au démarrage, il sera accessible en français uniquement, mais ça pourra faire partie des demandes d'évolution.
Et dernière question avant de passer à la dernière partie. Qui sera l'hébergeur de ces données? Alors, l'assurance maladie a confié le développement et l'hébergement à une société française qui héberge en France, qui est un consortium dont le mandataire est la société Atos et qui est française, hébergée en France. Et allez, une petite dernière pour la route. Mon espace santé est-il utilisable par les personnes malentendantes ou non-voyantes? Alors, malentendante, je pense vraiment même que ça sera un outil super utile, justement, parce que ça permettra de pouvoir communiquer par d'autres moyens que la parole avec des professionnels de santé. Donc, pour les malentendants, c'est une aubaine d'utiliser le numérique pour cette population. Moi, je le vis dans mon établissement de santé. Le numérique est très aidant. Pour les malvoyants, en fait, on va vraiment essayer de travailler sur des normes en fait de développement qui sont liées à ce qu'on appelle l'accessibilité numérique. Donc, si on est évidemment totalement aveugle et on n'a pas dès le démarrage prévu un système vocal qui permet de transcrire tout ce qui est écrit dans mon espace santé, c'est des choses qu'on pourrait imaginer petit à petit d'améliorer, mais en tout cas, on essaie vraiment que le développement se fasse en fonction de règles qui sont des règles avec des standards internationaux pour que ça soit développé avec ce qu'on appelle tous les principes d'accessibilité, de simplification pour tous les handicaps qui pourrait y avoir pour accéder à cette application. Merci Dominique, je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce webinaire. Donc, dernière partie de ce webinaire, c'est justement pour tous ceux qui sont motivés pour participer à ce projet national, d'apporter leur pierre à l'édifice, puisque vous avez compris que c'est ça qu'on sollicite, cette dimension collective. C'est pas l'État qui fait tout, quoi. C'est nous tous, on peut se saisir de ce projet. Donc, en gros, on a un site web qui s'appelle réussirmonespacesanté.fr. Donc, Elodie pourra vous le copier dans la petite messagerie de cette visio, dans lequel, en fait, si vous avez envie pour votre communauté d'animer vous-même une explication, une pédagogie, on peut être là en support pour vous aider. On peut vous donner des films, on peut vous donner des planches, on peut être là si vous avez besoin de nous. Mais si vous avez envie de débattre de ces sujets et d'en parler avec votre communauté, vous nous contactez sur Réussir mon espace santé. On reprend contact avec vous et on sera là en support parce que ça serait vraiment génial si vous pouviez vous aussi participer à ça. Ensuite, l'autre point, c'est au-delà de participer et de fabriquer, d'animer vous-même des sortes de petits séminaires autour de mon espace santé, vous avez aussi la possibilité sur une plateforme, à nouveau, on va vous le mettre en copie dans la messagerie de la visio. Vous cliquez sur cette plateforme et là, vous pouvez proposer des choses sur des idées que vous avez, qu'on n'aurait pas eues pour améliorer à la fois l'accompagnement, mais aussi les fonctionnalités et toute l'organisation qu'il peut y avoir autour de cette plateforme nationale. Ce qu'on veut, c'est récolter toutes les bonnes idées parce que évidemment, on n'est pas dépositaire de toutes les bonnes idées par rapport à cette plateforme. Donc voilà, on vous engage à vous aussi proposer au travers de cette plateforme numérique. Elodie, si on peut finir avec les dernières questions pour laisser tout le temps qu'on peut aux questions encore. Oui, alors si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je n'en vois pas pour l'instant. Je vous ai mis le lien de la concertation. Je vous ai remis l'adresse mail, donc monespacesanté@isanté.gouv.fr. N'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra, on vous enverra les supports, etc. Je vois pas de questions. Je vous laisse encore une petite minute si vous souhaitez. Vous allez recevoir le replay de cet événement juste après la fin de celui-ci, donc par mail avec l'adresse mail à laquelle vous vous êtes inscrit. Voilà. Et donc vraiment pour récupérer le support, n'hésitez pas à nous écrire à monespacesanté@isanté.gouv.fr. Alors je vois une petite question. Des infos auprès de nos CCAS qui sont le relais, est-ce prévu? Alors, tous les dispositifs en fait d'animation de l'ensemble des acteurs, notamment les CCS, vont être testés dans les 3 départements pilotes. Donc, je redis Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme. Dans ces 3 départements pilotes, sont les CEPAM locales qui organisent en fait l'animation de l'ensemble des acteurs et en fonction de territoire. Moi, je le connais un peu sur la Haute-Garonne. Les CCAS peuvent être impliqués aussi évidemment dans l'accompagnement des gens, des usagers.
Alors, on nous dit, j'espère que vous gardez tous les commentaires de ce chat qui sont une mine d'or. Oui, bien sûr, et on les reprendra pour faire une foire aux questions qui sera en ligne sur le site de l'ANS, isanté.gouv.fr. On l'a fait pour la totalité des webinaires qu'on organise. On récupère la totalité de ce qui est écrit dans le chat. C'est retravaillé chez nous et ça nous sert à alimenter une foire aux questions, mais aussi à proposer des nouvelles idées, des orientations. Si les data ne sont pas mangées tout cru par les lobbies, c'est un super projet. Merci à vous et bon courage pour les défis énormes. Non, mais on va y arriver, hein. Il faut être, vous savez, dans la vie, Elodie, il y a 2 catégories de gens, les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes, ils finissent toujours par avoir raison parce qu'un jour, la vie, ça finit mal. Mais ceux qui écrivent l'histoire, c'est les optimistes. Donc, il faut être optimiste dans la vie. Alors, il y a encore des petites questions. Comment sera constitué le comité citoyen? Alors, on va rendre ça public à partir, vraiment dans le courant du mois de juin. C'est l'histoire de quelques semaines pour expliquer précisément. On est en train d'y travailler sur les modalités de création et d'élection en fait des gens qui participeront à ce comité citoyen. Donc, dans quelques semaines, on rendra ça public. Comment accéder aux travaux en cours par l'équipe des 30 préconfigurateurs? J'ai pas compris, l'équipe des quoi? Des 30 préconfigurateurs. Alors, j'imagine que ça fait allusion en fait aux 30 applications industrielles qui ont été retenues en phase pilote pour tester le catalogue numérique de santé de Mon Espace Santé. Donc, on a lancé un appel à candidature en décembre 2021 à l'ensemble des industriels ou des hôpitaux qui avaient des outils numériques dont ils pensaient qu'ils pourraient être utiles et pertinents pour le catalogue de services de Mon Espace Santé. Et donc, en gros, depuis janvier, on travaille avec eux pour roder toutes les choses techniques et le processus de référencement. Et en gros, le résultat de ces travaux sera soumis à concertation publique à partir de cet été. Et c'est à l'automne qu'on figera complètement tout le mécanisme de référencement, comment l'État va référencer les services numériques de santé qui se trouveront dans Mon Espace Santé. Donc, concertation publique cet été où là, on rendra public toutes les idées et le travail des 30 préfigurateurs. Et l'automne, pour bien figer les choses, pour qu'à partir du 1er janvier 2022, tous les fournisseurs de services numériques de e-santé en France puissent candidater à rejoindre Mon Espace Santé. On nous dit dans le chat, c'est un excellent projet, on s'aperçoit à quel point c'est une manière pour l'usager de se réapproprier son parcours et une façon d'être autonome, être acteur de sa santé. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on clôture ce webinaire. Merci à tous pour votre participation et puis pour vos questions. N'hésitez surtout pas à répondre à la concertation. Vos avis sont précieux. Puis pour reprendre une phrase de Dominique et Laura, on compte sur vous et puis vous savez que vous pouvez compter sur nous. Je vous souhaite un bon appétit et Dominique, je te laisse le petit mot de la fin. Ouais, non, rien de plus, Elodie. Merci à toi et merci à tous pour votre participation. Ouais, on a une chance unique quand même, je pense, de faire un projet dans nos valeurs à la française. Donc voilà, je compte vraiment sur la mobilisation de tout le monde par rapport à ça. Merci à tous. Merci à tous et puis à très vite. Au revoir.